BFM TV, le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Hamet. Madame, monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver sur BFM TV. Bonsoir Julie. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Vous savez, le président de la République a parlé hier soir à 20h, après une semaine chargée pendant laquelle il a reçu le roi Charles III à Paris et le pape François à Marseille. Ce qui nous a valu ce dessin, regardez, dessin signé URPS dans Sud-Ouest. On voit un couple de Français qui dit « Charles III, le pape, un marathon de réception, on annulerait bien le repas avec ta mère dimanche ». C'est donc Emmanuel Macron qui s'est installé justement chez les Français à la place de la mère ou de la belle-mère hier soir, avec forcément l'envie pour le président de répondre au roi et au pape. Ça, c'est un pupitre qui vient de tomber. Oui, c'est la petite pédale, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Comment ça, la petite pédale? Pardon, la pédale pour le prompteur. Non, pas du tout, c'est un talkie-walkie qui vient de tomber, mais j'apprends le studio. Pardonnez-moi. Vous avez eu peur, hein? Vous avez cru à un problème. En tout cas, voilà. Hier, je vous montrais ce dessin à propos du pape François. Je sens que ça va être difficile avec vous, Julie. Elle a le fou rire facile, on m'avait prévenu. Donc regardez ce dessin à propos des déclarations du président de la République, à propos évidemment du pape François et du roi Charles III qui, une fois partis, évidemment continuaient à donner leurs conseils au président. L'un lui disant, c'est un dessin de Chonu dans l'Union de Reims, n'oublie pas la transition écologique, et l'autre lui disant, et les migrants et le respect de la vie. Sur la transition écologique, le président apprenait l'écologie à la française et a surpris tout son monde en déclarant qu'il aimait la bagnole. Regardez. Ce qui est très important pour nos Français, c'est que on est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Vous adorez la bagnole, vous nous le direz tout à l'heure, vous tous qui êtes sur ce plateau. En tout cas, à propos de bagnole, le président a promis 100 € par voiture et par an. Et ce soir, avec nos invités, nous poserons évidemment une question importante, un plein par an, par jour, pardon. Un plein par an, par jour, pour les plus modestes, est-ce que c'est suffisant? Sur l'immigration, en revanche, le président de la République a réutilisé une phrase qu'on connaît tous, qu'on a tous en mémoire. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Une phrase qui colle à la mémoire de l'ancien Premier ministre, Michel Rocard. Pour les plus anciens qui nous regardent, peut-être se souviennent-ils que c'était chez Anne Sinclair, dans 7 sur 7, que cette phrase fut prononcée pour la première fois. C'était il y a 34 ans déjà. C'est pourquoi je pense que nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde, que la France doit rester ce qu'elle est, une terre d'asile politique. Nous sommes signataires de la Convention de Genève qui prévoit de donner accueil à tous ceux dont les libertés d'expression ou dont les opinions sont réprimées sur place, mais pas plus. Des images qui datent, mais revenons à la visite du pape François, justement, pour jeter un œil sur la une du journal La Provence. Hier dimanche, ce journal titrait « Droit au cœur », un titre qui fait référence, les amateurs de foot le savent, au slogan de l'Olympique de Marseille « Droit au but ». Hélas, entre le Vélodrome et le Parc des Princes, 2 salles, 2 ambiances, comme on aime dire parfois, puisque le même journal titrait ce matin « L'humiliation » à propos de la défaite 4-0 de l'OM sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Tout ça en plus, avec des chants homophobes dans les tribunes du stade. Nous en reparlerons dans notre trombinoscope. C'est une rubrique que vous découvrirez pour la première fois tout à l'heure. Mais pour commencer, Julie, sans plus attendre, nous allons revenir maintenant sur les manifestations qui ont eu lieu samedi. Manifestations contre les violences policières. Ça a dégénéré, on le sait, à Paris, à Pigalle précisément. Et ça va être l'objet de notre premier débat. Ces manifs contre les violences policières étaient-elles vraiment utile? Eh ouais, c'est une vraie question, mais juste avant, peut-être qu'on présente quand même nos invités. Évidemment. On est très content d'accueillir Céline Derkaoui, journaliste. Bienvenue à vous, bienvenue sur ce plateau. Églantine Delalleux, journaliste politique. Bonsoir à vous. Églantine Blanche Léridon, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne. Bonsoir à vous. Et un petit nouveau, l'avocat pénaliste, Charles Consigny. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire les présentations? Son visage me dit quelque chose, Charles Consigny. Heureux de vous retrouver, Charles. J'allais vous le dire, Laurent, heureux de vous retrouver également. Très heureux. Alors, attaquons tout de suite ce débat, évidemment, autour des manifestations samedi. Est-ce qu'elles sont vraiment utiles, ces manifestations contre les violences policières? J'ai envie de commencer par vous, Céline Derkaoui. Ah bah merci, c'est gentil. Oui, elles sont très utiles. Moi, ça me fait plaisir qu'un parti politique se saisisse de cette question-là qui est intimement politique. Il y a quand même la Cour européenne des droits de l'homme et ainsi que l'ONU qui ont condamné la France plusieurs fois sur la question des violences policières. Ce ne sont pas des institutions islamo-gauchistes ou quoi que ce soit, c'est quand même des institutions voilà, respectées, tout ce qu'on veut. La LDH aussi a condamné, et il y a eu 870 morts de violences policières. Sauf qu'on l'a vu, ça a dégénéré, pardon. Hein. Oui, la manif.
Moi, je l'ai faite, la manif. J'y étais sur place pendant les 4 heures. À Paris, ouais. Et vous avez vu ces incidents? J'ai pas du tout vu ces incidents. Alors, peut-être qu'on peut les montrer pour les personnes qui n'auraient pas vu cette séquence qui a beaucoup interpellé, une séquence filmée où l'on voit cette voiture de police attaquée à coups de barre de fer. Il y a 4 policiers dedans. On apprend que 3 d'entre eux ont été blessés, légèrement, mais blessés quand même. Vous allez le voir, à un moment donné, on voit l'un des policiers qui sort brièvement du véhicule, arme à la main, ce qui a aussi choqué certains dans la classe politique, notamment Sandrine Rousseau, pour tenir à distance des manifestants. On regarde la séquence. Voilà. Ce sont des images qui ont évidemment choqué. Parfois, certains d'ailleurs, c'est le cas de Sandrine Rousseau, a retweeté uniquement la fin quand le policier sort son arme. Il fallait évidemment quand même revoir toutes les images pour comprendre ce qui s'était passé. C'est choquant. Mais évidemment que c'est choquant, mais là... Ça, vous ne l'avez pas vu? Non, moi je l'ai pas vu, j'étais sur place et j'ai vraiment le début de la manifestation jusqu'à la fin. Là, ce que j'étais en train de dire, c'est que depuis les années 70, et c'est le site Bastamag, un média indépendant qui l'a chiffré, il y a 870 personnes qui sont mortes de la police. Donc il y a tout ce contexte-là aussi à prendre en considération. Et là, quand je vois la France Insoumise qui organise une manifestation de rentrée sur une question qui est centrale, qui est celle de la police... Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Le Parti socialiste et le Parti communiste ont refusé d'appeler à participer. Donc, encore une fois, sur cette question-là, la gauche n'est pas tout à fait unie. En plus de nos chroniqueurs qu'on vient de vous présenter, on a aussi des invités. Sur ce plateau, on accueille également David Guiraud, député La France Insoumise du Nord. Bonsoir à vous. Et Christophe Rouget, commandant de police. Est-ce que vous condamnez, David Guiraud, ces images? Moi, j'étais à Lille, vous savez, et je crois que dans le Nord, ça s'est bien passé. Oui, mais comme dans beaucoup de manifestations, justement, parce que je crois que aborder ce sujet-là avec un bandeau où il y a marqué manif anti-police et concentrer le débat sur ces 2 minutes qui sont malheureuses, mais sur ces 2 minutes d'événements où vous avez d'un côté elles sont choquantes. Pardon, elles sont pas seulement malheureuses, elles sont choquantes. Mais concentrer le débat et entrer dans le débat de cette manière-là, c'est une stratégie délibérée qui vise à anéantir toute réflexion de la part des gens. Je le dis, à anéantir toute réflexion. Parce que ce qui s'est passé, par exemple, pour moi qui manifestais à Lille, ça ne correspondait pas du tout au traitement tel qu'on est en train de faire de cet événement. On a couvert les manifestations dans leur globalité, mais en revanche, quand il se passe un incident de la sorte quand même qui n'est pas anodin, on est obligé d'en parler aussi. C'est là où je suis pas d'accord avec vous. Vous êtes peut-être, vous pouvez vous sentir obligé d'en parler. C'est vrai que c'est un fait. Mais ça fait longtemps qu'on en parle. Moi, par exemple, j'étais dans une manifestation aux côtés d'une famille, la famille d'Amin Leknoun. J'aimerais bien qu'on parle autant que ces 2 minutes que vous avez mis, qu'on parle autant du fait, par exemple, que ce jeune homme qui a été tué il y a 1 an, l'enquête, elle patine, et que il y a des journaux qui ont fait des révélations sur cette enquête, sur pourquoi elle patinait. Et vous savez, ce sont vos confrères de Libération qui ont été convoqués par la police qui leur a mis la pression pour qu'ils révèlent leurs sources. Vous savez, vous journalistes, que révéler ses sources quand on est journaliste, c'est jamais bon signe de la part d'un pouvoir quand il vous demande ça. De la même manière que j'étais avec une famille qui a été brisée. Et je dis parce que il faut entrer dans ces sujets-là avec des faits, avec une logique, avec une réflexion, pas avec des bandeaux manifs anti-police et des images de casse uniquement. C'était quand même une manif C'était quand même une manif pas seulement anti-police, c'était aussi effectivement contre le racisme systémique, on le sait. Mais quand même dans cette manifestation. Vous vous trompez, Monsieur Ruquier. Bon, c'était pas une manif anti-police, c'était une manif pour la justice. Vous savez, il n'y a pas de slogan. Moi, par exemple, dans la manifestation de Lille, les slogans qu'on a entendus. Ça arrive, c'est pas mon slogan, mais c'était pas ça. Aujourd'hui, vous êtes en face d'une famille qui est brisée, qui est détruite. D'accord? On vous appelle, votre gamin est mort à 2h30 du matin, on vous appelle à 9h. Vous vous demandez, mais pourquoi il y a 7 heures d'attente entre les deux? Vous vous demandez pourquoi le véhicule dans lequel a été tué Amin Leknoun, qui a été placé sous scellé, a été curieusement incendié et qu'on n'a plus accès à ce véhicule. Et qu'il faut que la presse fasse ces révélations-là pour que le public s'en parle. Mais vous condamnez quand même ces images qu'on vient de voir? C'est trop facile, ces images de condamnation. Non, mais c'est une question tout à fait normale. Est-ce que vous condamnez ces images? Alors, justement, regardez comment on se met des œillères. On n'arrivera pas à faire dire autre chose. On se met des œillères comme ça. D'un côté, vous avez des images choquantes d'un policier qui sort un pistolet, et de l'autre, vous avez des images choquantes aussi, il faut le dire, pour la plupart des gens. C'est normal. Je vous interromps. Mais c'est pas ça le débat.
on peut pas dire que ce soit choquant que le policier sorte, voilà, son arme On va être choqué par cette pour image. se défendre, puisque ce qui est choquant, c'est d'abord que la voiture soit Mais attaquée. c'était quand des même. images frontières à la base. Non, mais quand même, Charles Consigny. justement, je trouve, enfin, la question des violences policières, c'est une vraie question en France comme dans tous les pays du monde. C'est pour ça que ceux qui nient leur existence même, à mon sens, font une erreur, puisque ça existe forcément dans tous les pays du monde. D'ailleurs, on peut parler peut-être plutôt de bavures policières que de violences policières. Les bavures policières, c'est quelque chose qui existe partout. Et qui a toujours existé depuis des années. Des bavures, ça existe. On voit bien et c'est un sujet qui doit être réglé par différents procédés, la refonte de l'IGPN, la GoPro systématique pour filmer les interventions. Il y a beaucoup de choses à faire sur ce sujet-là. Arrêter les contrôles aux faciès. Néanmoins, Parce que vous dites, Salim Derkaoui. Arrêter les contrôles aux faciès également. Oui, aussi. mais Par exemple, il faut c'est très pas. important. D'accord. Ça alimente un peu de la rage aussi. Chez Mais certaines on voit personnes. bien, si vous voulez, la police en France, elle est à bout de nerfs. La police en France, je parle sous le contrôle d'un commandant de police, elle est à cran parce que elle a à affronter une violence extrêmement prégnante dans beaucoup de nos quartiers, de nos rues qui sont parfois hors de contrôle. On est dans un pays où la sécurité n'est pas toujours assurée, et de moins en moins, et dans de plus en plus d'endroits. Et donc, quand vous avez, et je dis tout ça sans nier qu'il y a parfois des bavures qui doivent être sanctionnées et qui ne le sont pas du tout suffisamment en France. Mais j'observe que une certaine frange du monde politique français essaye d'exploiter en effet un ressentiment contre la police et essaye notamment de travestir certaines réalités. Et donc quand j'entends M. Guiraud ici présent dire que ce qui est choquant dans les images qu'on a vues, c'est que le policier sorte son arme, alors que n'importe qui à la place de ce policier je suis d'accord. aurait fait la même chose, je comprends qu'il y a une tentative de manipulation de leur C'est ce part. que dit Sandrine Rousseau aussi d'ailleurs. Elle Oui, mais alors, affirme est-ce que ce c'est un geste bon- est très est-ce que c'est un grave bon- Pardon, et je vous interromps, inadmissible. est-ce que c'est un bon exemple qu'on cite à chaque fois Sandrine Rousseau? J'ai Mais c'est une l'impression que sur- représentante du monde politique. j'ai l'impression que sur tous les sujets, on cite Sandrine Rousseau et c'est vraiment Mais- pas Mais forcément vous voyez bien l'exemple que à donner. Oui. ce que je conteste, c'est le cadrage qui est donné à ces événements. Je vous dis que je manifeste avec une famille, c'était la première fois qu'elle entrait en mobilisation. Ça, j'entends bien. Non, c'est pas on entend bien, c'est il faut traiter le sujet. C'est pas juste on entend bien et puis on passe à est-ce que vous condamnez cette image-là? Sinon c'est trop facile. Moi ce que je vous dis c'est que j'ai des éléments, des faits, pas quelque chose où on réfléchit à partir de l'émotion parce que ça crée de l'émotion. Ces images-là, elles sont violentes, elles sont impressionnantes. Je veux bien Mais vous le savez concéder. aussi que les Mais manifestations, je veux- souvent de ce genre, dégénèrent. Je voudrais donner Mais la ça parole. n'était pas le cas, Je ça voudrais- n'était pas le cas à Paris. Lille. Bah, ça n'a pas dégénéré à Paris. Et les chiffres Lille, montrent le monsieur. contraire. Monsieur, Pas à Lille, Lille, peut-être pas à pas Lille. Périgueux, pas dans toutes les autres villes de France. Blanche Le Ridon sur ce sujet. Laurent a ouvert effectivement la question sur l'utilité de ces manifestations. C'était ça, Vous la l'avez question. dit, il y a des problèmes et je crois que personne autour de ce plateau ne veut les minimiser. Il est absolument essentiel de s'en saisir. Mais est-ce que, quand vous savez que c'est un sujet qui divise autant la gauche, et d'ailleurs vos partenaires de la NUPES, les socialistes et les communistes, n'ont pas voulu défiler ni participer à l'appel à la manifestation de ce week-end, est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité? C'est-à-dire, vous savez que dans ce type de manifestation, il peut y avoir des débordements et que l'attention médiatique va porter... Vous savez que ça fonctionne Alors de c'est cette pas de la façon-là. faute de Sur ces de sujets-là, ceux qui non. organisent le- Mais- Céline Derkaoui, Par après- réalisme, est-ce Oui, qu'il mais fallait pas le envisager réalisme. d'autres moyens de traiter Est-ce que cette je peux répondre question-là juste Vous allez répondre, mais Oui. d'abord, on donne quand même la parole à monsieur Christophe Rouget, qui n'a encore rien dit, même si pour l'instant, c'est vrai qu'on a été plusieurs à défendre les policiers qui ont été attaqués. Certes, ça s'est sûrement bien passé à Lille, mais on prend cet exemple parce qu'à Paris, ces images-là ont choqué et que certains ont voulu aussi détourner ces images en ne prenant que la dernière partie où on voit effectivement le policier sortir son arme sans montrer les images précédentes. C'est ça qui est dérangeant. Oui, cette manifestation, en fait, c'était une marche de la honte. Nous l'avons dit dès vendredi, parce qu'il y a cet élément dont on va reparler, cette agression de ces policiers. Mais dès vendredi soir, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des affiches d'Antifad, vos amis Antifad Poitiers, qui comparaient la police à des nazis. On a vu des cortèges avec des pancartes, un flic, une balle. On a vu des gens comme à Peut-être qu'on Strasbourg. peut les voir d'ailleurs, ces images de pancartes, la police tue, qui reprennent d'ailleurs les mots de Jean-Luc Mélenchon, c'était il y a quelques années. Évidemment, on a vu des images aussi, des chants chantés, tout le monde déteste la police. On a vu dans tous les défilés, dans tous les cortèges, des panneaux ACAB. C'est quoi ACAB, un anglicisme? Il dit tous les flics sont des salauds. Donc imaginez que nous, par exemple, il y avait le syndicat de la magistrature qui était présent dans ces manifestations. Nous manifestions, nous, policiers, Et vous le faites. en mettant des panneaux, tous les magistrats sont des salauds. Ah bah vous avez fait quasiment la même chose. Non, on n'a jamais fait la même si, chose, si. monsieur. Quand vous arrivez dans une Non, manifestation monsieur. devant les élus, devant le Parlement, en disant le problème de la police c'est la justice. Alors, pardon, c'est peut-être des mots plus fleuris, mais c'est le même contenu politique. Là, on s'attaque à des hommes et des femmes qui font ce métier, qui étaient pris
par les manifestations à cause de la Coupe du Monde, à cause du roi d'Angleterre qui venait, à cause du pape. Et vous dites sont que fatigués. la France insoumise attise tout ça. Est-ce que vous pointez directement du doigt certains partis politiques, dont la France insoumise? Oui, bien sûr, et nous sommes en colère parce qu'il y a des hommes et des femmes qui, le soir, sont accusés de racisme systémique, qui sont accusés d'être des violents. Et ça, c'est pas possible parce qu'on a des policiers qui, tous les jours, font leur boulot correctement. Églantine Delalleux, qui n'a rien Moi, dit je lui sur demandais ce sujet. à Monsieur Guiraud, est-ce que cette manifestation n'est pas le reflet, finalement, des divisions au sein de la NUPES aujourd'hui? Alors, j'ai entendu cette question, mais moi, je veux poser une question plutôt aux gens qui nous écoutent. Je veux pas répondre à mes collègues et camarades. Ils ont fait leur choix. Vous disiez, quand on fait cette manifestation, quelque part, est-ce qu'il fallait pas l'annuler? Mais on fait quoi alors? On fait quoi? Moi, je suis allé voir une famille, je vous le dis, je le redis, je veux mettre son nom sur la place publique là. La famille Leknoun. Amine Leknoun a été victime. Tuée. Tuée. Oui. Pas victime, tuée. D'une balle dans le dos. Dans le dos, je préfère le dire aussi. Il n'y avait pas de risque de mort, je pense, pour cet agent de la BAC qui l'a tué. Il a été tué d'une balle dans le dos. Qu'est-ce qu'elle fait, la famille? Personne n'est allé les voir. Vous savez que personne n'est allé les voir? C'est-à-dire, il y a des gens qui sont arrivés, qui sont restés 3 minutes chez eux pour leur dire votre fils est mort. Et après, plus de nouvelles. Et ensuite, la justice patine. Ils ont pas de nouvelles de la justice. Qu'est-ce qu'on fait si on manifeste pas? Mais du coup, qu'est-ce que vous proposez? Que la justice fasse son travail dans des cas, effectivement, comme ceux-là, qui sont, on l'a dit, des bavures, en fait, effectivement, des actes dramatiques. Certes, mais est-ce que, pour autant, il faut mettre tous les policiers dans le même panier? C'est ça la question. Mais si, c'est pas des questions individuelles. C'est une question institutionnelle. C'est une question institutionnelle. C'est pas les flics individuellement. Moi, j'ai des connaissances policiers aussi qui m'ont dit en off qu'ils ont des blâmes s'ils contrôlent pas assez d'arabes ou de noirs dans la rue. C'est très concret. C'est vrai. C'est les policiers qui m'ont dit en off. C'est absolument faux. Moi, je suis syndicaliste. Je me bats pour la liberté de manifester. Je me bats pour lutter. Je suis à la CFDT contre le racisme. Et ce type de propos, ça n'existe pas dans la police nationale. Donc on dit, mais je ne sais pas qui vous a dit ça. Moi je suis policier, je suis commandant de police et je n'ai jamais vu cela. C'est ça qui est systémique. Donc non, c'est pas les individus qui nous intéressent, c'est le système en soi. Oui, mais c'est pas systémique. C'est quand la police, justement. Depuis quand on parle de ça? Avant, on pouvait même pas dire. D'ailleurs, vous dites bavure. On a avancé dans le débat avant quand on disait bavure. Déjà, on était un antifa. Maintenant, on parle de violence policière. On peut commencer à avoir le débat. Vous savez pourquoi il y a le débat aujourd'hui? C'est pas pour la bonne volonté des uns et des autres. C'est qu'il y a un outil qui s'est invité dans la discussion. C'est celui-là. D'accord? C'est le téléphone. Parce qu'avant, il n'y avait pas de vidéo. D'ailleurs, pour Amine Leknoun, il n'y a pas de vidéo. Mais pour Naël, qui est tué à Nanterre, il y a une vidéo. Et que fait la vidéo? Non seulement elle montre aux gens ce que c'est que mourir à la suite d'un refus d'obtempérer. Parfois, il y a parfois des tirs à la suite de refus d'obtempérer qui peuvent être légitimes. Hein. Je dis pas qu'il faut jamais tirer. Quand la vie du policier est en danger, il peut tirer. Mais ces vidéos-là, elles remettent aussi quelque chose d'autre en cause. C'est les témoignages des policiers. Qui sont parfois, qui font des faux et usage de faux. C'est ce qui se passe. Pour Naël, il y a un questionnement au début. Vous avez Mohamed Bendriss où la question elle se pose. Et puis vous avez ce jeune aussi qui s'appelle, j'ai oublié son nom, Eddy, à Marseille, défiguré. Les policiers dans leur déposition, ils font des faux et usage de faux. Qu'est-ce qui change la donne? C'est bien ce que les policiers, qu'il y a des vidéos de caméras surveillance. Les policiers vous répondent aussi sur ces jeunes-là en disant, mais peut-être que ce soir-là, ils n'avaient pas à être à cet endroit-là. Je vais faire la réponse. Je vais faire la réponse. Oui, mais et l'avocat du diable. Ça d'accord, mais c'est pas une réponse judiciaire. C'est-à-dire quand vous êtes accusé par la justice d'avoir outrepassé votre fonction, d'avoir défiguré un jeune homme, de l'avoir tabassé à terre et que c'était pas permis par votre... Parce qu'il y a quand même des lois. Je note quand même que l'IGPN, donc la police des polices, dans une dernière note, montre que le nombre d'enquêtes liées justement à l'usage de la force sur la voie publique a augmenté. Donc tous ces faits dont vous parlez sont punis généralement, en tout cas sont suivis. Les sanctions aussi, moi aussi je peux me faire un peu l'avocat du diable, les sanctions sont inexistantes. C'est vrai qu'il y a, si vous voulez, moi je pense quand même, je dis en préambule, à mon sens, le premier problème en France, c'est l'insécurité. C'est pas les bavures ou les violences policières, c'est l'insécurité que la police, malheureusement, n'arrive pas totalement à endiguer parce que on est un pays où, dans beaucoup d'endroits, il y a une insécurité qui est inadmissible. Je veux dire, il suffit de prendre les transports en commun. Il suffit de prendre les transports en commun pour se rendre compte qu'en France, il y a beaucoup d'insécurité. Si vous êtes une jeune femme, le soir, rentrez toute seule chez vous dans certains quartiers de Paris ou en banlieue, croyez-moi, il vaut mieux avoir fait des arts martiaux. Mais c'est vrai, on peut avoir. C'est vrai que là où je peux rejoindre certains politiques qui réclament une réflexion sur cette question des bavures policières, c'est que par exemple l'IGPN qui est censé contrôler l'action des policiers et éventuellement les sanctionner, en réalité elle est défaillante aujourd'hui. C'est une institution à mon sens qui doit être revue parce que la sanction elle
contrôles ne sont pas effectifs. Avant de redonner la parole à Monsieur Rouget, puisque c'est vous qui parliez, Charles Consigny, et que vous êtes avocat aussi. Absolument. Le fait que le syndicat de la magistrature manifeste dans ce genre, effectivement, de défilé, comme on a vu dimanche, c'est pas gênant? Si, moi je rejoins là-dessus les propos du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui s'est très bien exprimé sur le syndicat de la magistrature. Je pense que les magistrats doivent être exempts de tout soupçon d'orientation politique ou de coloration politique, et donc je considère qu'ils ne devraient pas participer à ce type de manifestations qui sont très polémiques. Je pense qu'ils devraient s'en garder, oui. Blanche Léridon, vous voulez ajouter quelque chose? Non, moi je pense que effectivement là ce que ça a mis en creux et je crois pour élargir un petit peu le sujet, c'est la stratégie électorale de la France insoumise et cette défense de ce sujet des violences policières. Je sais pas si vous avez vu l'enquête qui a été menée par Cluster 17 dans Marianne il y a quelques jours et qui essaie de mettre un petit peu en cohérence la stratégie électorale de la France insoumise et les attentes des quartiers prioritaires de la ville. Vous pensez que c'est une stratégie électorale? Non, mais et on voit qu'il y a un décalage immense entre ce sujet omniprésent des violences policières dans la stratégie de la France insoumise, parce que c'est de ça dont on parle. Jean-Luc Mélenchon a fait sa rentrée politique sur ce sujet-là. Et quand vous interrogez les habitants de ces quartiers, ils vous disent que la France insoumise a un niveau, je crois, de 4 sur 10 dans sa capacité à comprendre les problématiques de ces quartiers. Et avant, ils ont l'école, la santé, la sécurité. C'était une manifestation pour la justice sociale aussi, ça vous aura Oui, mais vous savez bien que c'est les violences policières qui vont prendre le dessus sur l'ensemble des messages. Écoutez, j'ai une autre question, monsieur Guiraud. Est-ce que vous pensez qu'on peut être de gauche et aimer la police? Mais bien sûr, l'idée de la police. Moi, mais vous savez, il faut pas renvoyer ces débats à ce que chacun pense au fond de son cœur ou au fond de ses sentiments. Vous arriverez pas à le savoir, d'accord? C'est pas ça la question. Moi, j'apporte des éléments. J'essaye de faire réfléchir les gens, de les faire comprendre qu'il y a un problème. D'ailleurs, Monsieur de Courson me disait, allez le dire, il a dit, c'est quoi vos propositions? Moi, je dis que par exemple, les problèmes de mort à la suite de refus d'obtempérer, ça vient de lois spécifiques qu'on a fait. La loi de 2017. La loi de 2017. Charles de Courson est plus âgé encore que Charles Consigny. Je suis désolé. En fait, j'étais en commission finance avec Monsieur de Courson et du coup. Mais Charles de Courson est un excellent parlementaire, donc ça me va très bien. Puis la mode est au Charles en France. D'être confondu. Les policiers qui restent d'ailleurs très populaires quand même. Dernier sondage en juillet, 77% des Français ont une bonne image de la police. Mais je suis élu, voilà. bien sûr, je suis élu de Roubaix. Les gens, vous savez, ils demandent de la police au quotidien. Ah, oui, ils en veulent. Ça fait du bien d'entendre ça. Mais n'oubliez pas une chose. Ils demandent de la police parce que bah oui, quand ça roule trop vite, ça fait peur. La nuit, par exemple, vous savez, c'est pas les problèmes de toujours de trafic, hein. Mais il y a une autre chose que vous oubliez. Il y a quelque chose dans l'équation qu'il faut que ça vous rentre dans la tête. C'est que c'est aussi de leurs enfants dont on parle. Les habitants des quartiers, c'est aussi de leurs enfants dont on parle quand il y a des jeunes qui se font tuer à la suite d'un refus d'obtempérer. Donc on peut tout à fait vouloir vivre tranquillement, paisiblement, mais aussi ne pas vouloir forcément que son gamin, quand bien même parfois il fait des bêtises, soit tué à la suite d'un refus d'obtempérer. Merci beaucoup à tous les deux. Vous quatre, évidemment, vous restez avec nous jusqu'à 21h. On est tous ensemble là jusqu'à 21h. Bah évidemment, tous ensemble, vous restez avec moi, Laurent. Oui, puis ça va être le fameux trombinoscope dont on parle tant dans quelques minutes. Exactement, les visages qui ont fait l'actu, le trombinoscope, et puis cette aide donc annoncée par le gouvernement, un chèque, une aide de 100 euros. 100 euros par voiture et par an. Certains se posent la question, est-ce que c'est pas un peu ridicule? On verra. On verra, on vous posera la question. On en parlera. Le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Hamet. Et chaque soir à 7h, nous vous proposerons le trombinoscope. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, comme son nom l'indique. Les visages qui ont fait l'actualité du jour. C'est un choix totalement subjectif que j'ai fait, chère Julie. Et on commence par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Et oui, parce que le gouvernement veut des sanctions après ces chants homophobes entendus en tribune. C'était lors du PSG-OM que vous avez forcément regardé. Laurent, vous, le fan de l'OM. Pas tant que ça, parce non, parce que vous prépariez pour l'émission. Je vais avouer une chose, je suis plutôt supporter de l'OM, et quand j'ai vu qu'on commençait à perdre 2-0. Mais là, 4-0, ça fait mal. J'ai zappé avant. Donc je n'ai pas entendu les fameuses... Voilà. Ce sont des supporters parisiens qui ont entonné ces chants contre les Marseillais. Ça va loin, hein. La ministre a conseillé au PSG de déposer plainte pour identifier les auteurs et les traduire devant la justice, que peut-être le PSG d'ailleurs va faire. On regarde la séquence. On a en duplex Daniel Riolo, consultant RMC, évidemment football. Bonjour Daniel Riolo. Quelle est votre réaction face à ces chants
dont j'ai envie de dire, hélas, qu'ils sont habituels dans les stades, et peut-être justement qu'on s'y est trop habitué. Absolument. Vous avez raison de dire que c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. Alors, je vais vous raconter. Hier soir, on était au stade. L'ambiance était assez belle en termes, je veux dire, de décibels. Il y avait évidemment les supporters parisiens qui fêtaient la victoire de l'OM. Et à la fin, ce chant est apparu très fort, renouvelé à maintes reprises. Vous savez ce qui s'est passé? Quand j'entends qu'on va identifier les auteurs, c'est absolument impossible, parce que toute la tribune chantait, et le stade en entier. Pourquoi on ne pourra pas identifier? Parce que tout le stade a repris le chant. Le pire, c'est que les gens se marraient. Tout le stade se marrait de cette ambiance complètement folle qu'il y avait autour de cette chanson. Et je ne vais pas faire la Vierge effarouchée, parce que nous-mêmes, nous étions présents. Et dans l'émission, à la suite du match, dans l'after-foot, personne n'a réagi. Nous avons à peine évoqué ce qui s'était passé. Pourquoi? Parce que, comme vous le dites, chaque année, on entend les mêmes choses, et il y a cette espèce de culture autour du football dans laquelle nous sommes tous encrassés, et je me mets dedans, je nous mets dedans, tous ces gens du football. On s'habitue à ce que malheureusement, parce que je ne veux pas l'appeler, mais je vais dire ce folklore autour du football. Et alors aujourd'hui, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire? La ministre va dire que c'est pas bien, et elle va demander des sanctions. Le club va faire un communiqué. Probablement 1 ou 2 joueurs seront suspendus, puisqu'en plus des joueurs ont repris la chanson en étant sur la pelouse, et la tribune. Je vous interromps, Daniel Riolo. Et la tribune. Oui. Daniel, pardon, je vous interromps parce que j'ai l'impression, on est en pleine Coupe du Monde de rugby en ce moment, et moi, je préfère de loin le football, le rugby, chacun ses goûts, mais j'ai l'impression que ça n'arrive pas, ce genre de chant, chez les supporters du 15 de France. Je me trompe? Est-ce que c'est vraiment propre au football? Non, mais il y a des différentes habitudes, il y a des différentes cultures, et dans les stades de foot, alors, effectivement, il y a beaucoup de supporters. Absolument. Et comment dire, ce supporterisme qui est basé sur l'insulte, sur quelque part la haine, et d'ailleurs il y avait une banderole qui disait l'amour du PSG, la haine de l'OM. C'est quelque chose qui va être très difficile à changer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être aller au-delà. Les sanctions, évidemment qu'il va falloir sanctionner, comme on le fait d'habitude, mais on voit bien que ça ne change pas grand-chose. Sanctionner qui alors? Est-ce qu'il est envisageable, le club et la tribune, qui pourrait être suspendue pendant 1 ou 2 matchs? C'est dans tous les stades. C'est dans tous les stades comme ça. Exactement. Comme ça revient inlassablement dans énormément de stades, vous allez à chaque fois sanctionner, et je suis pas sûr que ça change au final quelque chose. C'est dans tous les stades comme ça, hélas. Pardon, Daniel Riolo, mais on va... Oui, dernière phrase. Oui. Dernière phrase. Alors, est-ce qu'on pourrait tenter d'ouvrir un dialogue avec les associations de supporters pour tenter un reset complet sur ce que doit être le supporterisme en France? Je crois que c'est la dernière chance pour qu'on arrive à faire quelque chose, c'est essayer de les convoquer et d'entamer un dialogue. Est-ce qu'on veut que le supporterisme change de nature, ou est-ce qu'on veut rester encrassé dans ce fond de culture footballistique qui nous dérange à chaque fois que ça arrive? Est-ce que c'est pas un peu utopique? Peut-être une réaction en plateau. Églantine Delalleux, est-ce que vous êtes une amatrice de foot? Alors pas du tout. Non, pas du tout. Je regarde plus pendant la mais écoutez, Et on passera au visage suivant. Voilà, au risque de vous choquer, je ne pense pas qu'il faille importer le politiquement correct partout. Et je vois bien la dimension insultante de ce chant, mais je pense qu'il faut quand même prendre en compte la dimension paillarde d'être dans un stade de football, d'insulter l'équipe adverse. Je me souviens aussi de la banderole qui avait sans doute beaucoup choqué contre les ch'tis. C'était, je sais plus quoi, pédophilie, alcoolisme, violence. Bienvenue chez... Bienvenue chez les ch'tis. Ça n'était pas de bon goût. Je vous dis pas que je soutiens cette banderole, mais je constate qu'il y a... Si on pouvait éviter ça, ce serait pas plus mal, Charles. Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je vous ai dit, je vous ai dit on va limiter les stades dans le rugby, il y a des chants plutôt. Dans le rugby, on chante du Jodassin. Il n'y a pas la même ferveur, parce que dans le rugby, il y a des gens moins passionnés, il y a un public plus âgé.
Voilà. On passe au visage suivant, si vous le voulez bien, et c'est le visage d'un sénateur, Jean-Marie Van Lorenberg. J'espère que je prononce bien son nom. Oui, je suis impressionné. Alors lui, c'est le doyen du Sénat. Il a été reconduit dimanche pour un 4e mandat dans le Pas-de-Calais, mais c'est pas pour ça qu'on l'a choisi et qui nous a marqué. C'est parce qu'il va être rejoint par sa fille, Isabelle Florennes, élue dans les Hauts-de-Seine, et ils siégeront donc tous les deux dans le groupe Union Centriste. Il a 84 ans et 5 mois, c'est son 4e mandat. Certains lui reprochent non seulement que ce soit son 4e mandat, mais qu'en plus sa fille elle-même devienne sénatrice. Blanche Leridon. Moi, je pense que c'est très important, effectivement, d'en parler ce soir, parce que déjà, ça nous permet d'évoquer les élections sénatoriales. On en a trop peu discuté. Et effectivement, depuis qu'il y a une majorité relative à l'Assemblée, le Sénat joue un rôle absolument prépondérant. Vous pensez que le président, par exemple, n'aurait pas dû parler hier soir, un soir d'élection sénatoriale? Il aurait en tout cas pas dû dire que le Sénat se renouvelait à raison d'un tiers, alors que c'est la moitié des sénateurs qui étaient renouvelés hier soir. Mais ça, c'est un autre sujet. On reviendra sur le discours d'hier un peu plus tard dans la soirée. Non, ce qui est intéressant, c'est que je crois que ce petit duo assez atypique que vous venez de mentionner, c'est un espèce de condensé et de concentré des résultats de l'élection d'hier. Et on a à la fois de la continuité et puis un renouvellement très relatif. De la continuité parce que la majorité de la droite et de l'Union centriste et le député et sa fille participent de ce groupe UC, de sénateurs participent de ce groupe, mais qu'il y a quand même des petits éléments de renouvellement qu'incarnerait donc Isabelle Florennes, un renouvellement relatif, puisque on a une percée des écologistes au Sénat avec l'entrée notamment de Yannick Jadot, et on a aussi une évolution. Je vous interromps. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On reproche à Yannick Jadot et à d'autres, d'ailleurs, qui ont été élus sénateurs à Paris, de quitter l'institution européenne, puisqu'ils étaient députés européens, et de considérer en fait qu'ils étaient députés européens le temps de trouver autre chose. Je crois qu'on peut difficilement juger M. Jadot, qui a quand même eu un engagement européen relativement important. Il n'est pas le seul. Et dont surtout, qui avait des ambitions présidentielles, qui a quand même été... alors, il y a eu 4,6%, je crois, des voix au premier tour en 2022, mais qui a un destin national affirmé depuis toujours. Donc, je pense pas qu'on puisse lui prêter cette critique-là, mais en tout cas, et je voudrais finir là-dessus sur ce sénateur, c'est que le sénateur Jean-Marie Van Lorenberg a été élu au Pas-de-Calais, et au Pas-de-Calais, parce qu'on parle de renouvellement, il y a aussi un des 3 sénateur Rassemblement National qui a été élu. C'est vrai qu'on en a peu parlé, mais dans la stratégie de notabilisation, notamment là encore, il marque des points. Du RN, voilà, on a une percée, et on parlait tout à l'heure des Insoumis et de la marginalisation relative de LFI sur un certain nombre de sujets, et notamment celui des violences policières. Il n'y a aucun sénateur LFI qui a été élu, et LFI avait présenté des listes dissidentes dans l'ensemble des départements. On passe au visage suivant du trombinoscope avec du sport encore. J'évoquais le rugby tout à l'heure. Je ne sais pas si vous connaissez Johan Dezel. C'est vrai que son nom, pour ceux qui ne suivent pas le rugby, n'est pas forcément connu. C'est pourtant celui qui est rentré, c'est le capitaine namibien, il est rentré dans le visage du capitaine français Antoine Dupont, dont tout le monde suit maintenant évidemment l'évolution de la santé, parce qu'on espère qu'il va revenir. Mais il va revenir a priori. On n'est pas certain encore, on n'est pas certain. Et en tout cas, ce pauvre Johan Dezel, évidemment, il est aujourd'hui la cible sur les réseaux sociaux de tous ceux qui le traitent de bourrin, de salopard. Je cite les noms d'oiseaux, évidemment, qu'il peut recevoir. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que le rugby est vraiment trop violent? Ah non, je pense pas. Non, mais je suis pour la violence, Laurent. Et alors, dans les manifs, au rugby. Non, je pense que le sport est un exutoire à la violence que les gens peuvent avoir en eux. Donc, non, je dirais pas que c'est trop violent, mais je ne le regarde pas en même temps. Donc, je vois juste des extraits qui passent comme ça. J'ai du mal à me passionner pour le rugby. D'autant que là, il s'est excusé quand même. Oui, il s'est excusé. En plus, il a demandé pardon. Il a demandé pardon. Alors, je vais vous dire, il y a quelque chose de très amusant dans les excuses qui concernent effectivement ce rugbyman. C'est que il a un entraîneur, c'était dans l'équipe, j'ai vu ça, ça m'a vraiment amusé. Il dit, écoutez, c'est quelqu'un vraiment d'irréprochable. La preuve, c'est que je lui ai loué mon appartement pendant plusieurs mois, et il me l'a rendu, il était comme neuf. Bon, on aurait aimé qu'il rende le capitaine français aussi neuf que l'appartement. Oui. Alors oui, moi je voulais rebondir sur le côté la violence par rapport au 15. En fait, ce qui est intéressant et ce que j'ai appris récemment, c'est que d'habitude, enfin, il y avait le rugby à 13, qui est un rugby moins violent, qui est plus populaire, avec beaucoup d'ouvriers qui le pratiquaient pendant très longtemps. Et en fait, ce qui s'est passé, enfin ce que j'ai observé aussi, c'est que le rugby finalement, il arrive en 10e position des sports où il y a le plus de personnes qui s'inscrivent à cause de sa violence, et notamment du fait que il y a encore peu de femmes qui pratiquent du rugby à 15 parce qu'il est trop violent.
Donc vraiment, il y a un truc sur le rugby à 13 qui est vraiment dans le sud-ouest et voilà, qui est très populaire. Et du coup, je voulais en parler. Du coup. Évidemment, les semaines à venir, la santé, est-ce que Antoine Dupont pourra jouer les quarts de finale? On l'espère et on lui souhaite. On reste dans le sport et politique, j'ai envie de dire. Oui. Avec le visage suivant, c'est celui de Karim Benzema, que vous n'allez peut-être pas forcément reconnaître dans la photo qui vient, mais vous allez nous l'expliquer. Mais oui, parce qu'on rappelle un peu le contexte. Il a quitté le Real Madrid pour un club d'Arabie Saoudite, ça on avait suivi, et il a posté cette photo que vous voyez là, samedi, une photo de lui sur son compte Instagram qu'il montre en tenue saoudienne traditionnelle. Et il y a ce petit message, cette petite légende, regarde la vie qu'on a, Happy Saudi National Day, bonne fête nationale saoudienne, ça fait un carton, 2,5 millions de j'aime, évidemment c'est Karim Benzema. Ça lui a valu des critiques, notamment du président du Rassemblement national qui accuse le footballeur de se faire le porteur de messages des islamistes. Oui, alors ça, effectivement, je crois que Jordan Bardella aurait dû un peu réviser l'histoire de l'Arabie Saoudite parce qu'il se trouve qu'il y a d'autres joueurs que Karim Benzema qui sont là-bas. Maintenant, tous ils vont pour l'argent, vont jouer là-bas en Arabie Saoudite. Et on a depuis effectivement vu que aussi bien Neymar que Cristiano Ronaldo, qui eux sont chrétiens, ont eux aussi, évidemment, mis cette tenue parce que c'est tout simplement la tenue du pays le jour de la fête nationale et que cela n'a rien de religieux. Charles Consigny? Je pense quand même que ça... Que la provoque de la part de Benzema? Oui, je pense que de la part surtout de quelqu'un qui s'est distingué par un certain nombre de déclarations assez hostile à la France, je pense qu'il y a une part de provocation de sa part. Et pourquoi Ronaldo et Neymar l'auraient fait eux aussi? Et j'observe de sa part, je pense qu'il sait l'effet que ça va provoquer en France, sa photo, je ne suis... Et Jordan Bardella est tombé dans le piège. Et je suis contre cette fascination pour un régime qui, malgré tout, est très autoritaire dans un pays où on pratique la peine de mort. Je pense que Monsieur Benzema n'est pas obligé de faire la promotion d'un régime comme celui-là. On va retomber sur le même débat qu'on a eu au moment du Qatar. Il n'y a pas que l'Arabie Saoudite pour le coup. Selim Derkaoui. Ça vaut aussi pour le Qatar. Oui, moi je suis pas du tout choqué. Je pense qu'il y a un peu de provocation de sa part. En fait, oui, quand même, mais il a ses raisons. Le football est mondialisé aujourd'hui, donc ça s'inscrit dans une. Voilà, il habite là-bas, il travaille, il est dans l'équipe là-bas. En fait, non, ce qui est le plus problématique et ce qui peut cacher ça, c'est quand c'est l'État français qui lui est en tenue saoudienne, quand on vend des armes à l'Arabie Saoudite en toute impunité et qu'on va ensuite bombarder le Yémen, des civils. Là, c'est quand même plus important qu'un joueur de foot. C'est pareil, mais non, parce que ce joueur de foot participe au soft power saoudien et à la démarche publicitaire de l'Arabie Saoudite, qui est un pays qui ne réforme pas ce qui ne va pas et qui quand même attire en effet beaucoup d'investissements étrangers, beaucoup de. Après, en tant que libéral libertaire, j'imagine que pour vous, voilà, il est fait. En tant que libéral libertaire, je suis pour les régimes libéraux. Oui, non, mais oui. Pour que les gens fassent ce qu'ils veulent. C'est une bonne réponse. On passe au dernier débat, Julie Hamet. On va parler évidemment des prix des carburants parce qu'il y a des petites évolutions, ça vous avait pas échappé, les prix de l'essence qui augmentent évidemment depuis le début de l'été. Pour aider les automobilistes, Emmanuel Macron a fait une annonce hier soir, une aide de 100 €. Mais attention, c'est 100 € par voiture et par an. Et ce sera pas pour tout le monde, ça concerne les 50% de travailleurs les plus modestes. Alors certains se posent la question, est-ce que c'est pas un peu ridicule comme ça? Juste un dessin de presse, je pensais que ça vous plairait. Laurent, il est signé Truand. Indemnité carburant, 100 € pour les plus modestes et un mars. Voilà. Façon de dire que tout ça est un petit peu ridicule. On écoute peut-être les automobilistes à la pompe. Franchement, c'est du n'importe quoi. Voilà. C'est-à-dire que par an, le prix de l'essence, il est à 2,20 €. Hein? 100 €, ça fait quoi? C'est une fois, 100 € une fois. S'ils nous donnent 100 € tous les mois encore. Mais là, c'est 100 € une fois. On en fait quoi de 100 € une fois? Un plein par an pour les plus modestes, est-ce suffisant? J'ai envie de demander tout de suite à Carl Olive qui vient de nous rejoindre, député Renaissance des Yvelines. Vous allez évidemment défendre, j'imagine, la mesure annoncée par Monsieur Macron hier, mais ça paraît peu tout de même. D'abord, moi, je vais vous dire bon vent, Monsieur Ruquier, à BFM. On espère nous aussi faire le plein. C'est un autre esprit c'est un autre esprit de grosse tête ici. Non, mais évidemment qu'on peut tout proposer. Mais quand on est sur le terrain, les Français nous demandent deux choses. En tout cas, sur mon territoire, en circonscription, on connaît bien Monsieur Consigny notamment. Un, c'est effectivement le déplacement. Je rappelle, et le transport. Je rappelle quand même qu'en France, il y a 75% d'actifs qui se rendent à leur travail en voiture. Et en ruralité, on oublie souvent la province, c'est 86%. Premièrement, le transport et donc le carburant. Deuxièmement, c'est remplir le frigo. Donc on oscille effectivement entre ces deux propositions. Évidemment qu'on veut toujours plus. Bon, c'est pas de l'argent magique, hein. On aura fait appel à Garcia.
Oui, enfin c'est un plein, enfin c'est 20 centimes d'euros. Et pas pour tous les Français. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé lors du premier chèque carburant? Il y avait 10 millions de Français qui avaient une possibilité de bénéficier de ce chèque carburant, Monsieur Ruquier. Il y en a à peu près 43% qui en ont bénéficié. Donc, mais moins de la moitié des bénéficiaires potentiels qui auraient pu simplement demander. Ils ne l'ont pas demandé. Non, c'est pas comme ça que ça Emmanuel Le Chypre. Ah, alors, racontez-nous. C'est pas comme ça que ça s'est passé. On va rappeler que vous êtes notre spécialiste et éditorialiste. On va tâcher. Économiste tout de même. Non. Mais évidemment, les téléspectateurs de BFM TV vous connaissent Monsieur Le Chypre. Non, je fais pas. Mais c'est parce que cette histoire des 10 millions qu'on entend depuis ce matin, faut juste préciser, c'est qu'au départ, c'est une aide qui était destinée sous condition de ressources et sous condition de travailler. Mais les finances publiques, eux, ne savaient pas, dans ce potentiel vivier de 10 millions de personnes, qui avait une voiture ou pas. Et en fait, on s'est rendu compte que parmi ces 10 millions, il y en avait qui n'avaient pas de voiture. C'est pour ça qu'à Paris, par exemple, il y a très peu de gens qui ont demandé l'aide, alors que dans les Hauts-de-France, etc., c'est 90% des gens qui l'ont demandé. Et on sait maintenant que les gens qui cochent les 3 cases, c'est-à-dire la condition de revenu, le travail et qui ont une voiture, c'est en fait 5 millions à peu près de personnes. Qui aura le droit, justement, c'est qui ces 5 millions-là? Qui aura le droit à ces 100 euros? Alors, il y a toute une grille, effectivement, qui est faite. En gros, c'est 1380 euros si vous êtes de revenus, si vous êtes célibataire. Ça va jusqu'à 5000 si vous avez beaucoup d'enfants, etc. Oui, 4000, ouais. Et donc, ça vous fait, après, 100 euros par voiture et par an. On dit c'est très peu. J'ai plusieurs voitures, j'ai plusieurs pleins par an. Oui, absolument. Si vous avez 2 voitures, même si je ne me sers que d'une voiture. Pour monsieur, ça on n'ira pas vérifier. Faut essayer d'avoir plusieurs voitures. Si vous avez 2 voitures, une pour monsieur, une pour madame, par exemple, pour aller bosser tous les jours, oui, ça vous fait 2 voitures. 2 fois 100. On dit c'est rien. Je veux juste rappeler que tout le barnum des ristournes qu'on a eu l'année dernière, là, les 18 centimes, les 30 centimes, les 10 centimes, ça a coûté une fortune à l'État et ça n'a mis, nous dit l'INSEE, grosso modo, en moyenne que 40 à 80 euros dans la poche des ménages. 8 milliards d'euros, c'est ce que ça a coûté à l'État l'année dernière. Exactement. Et ça en a mis 2 fois plus dans la poche des plus aisés que dans la poche des plus modestes. Donc, les ristournes de l'année dernière, c'était pas la panacée non plus. Donc finalement, c'est pas si mal dans ces ridons. Oui, alors moi, je voulais revenir parce que le problème, je crois, c'est plutôt que le fond, le problème, c'est la forme. C'est-à-dire que espérer hier, en 35 minutes, pouvoir parler de l'immigration, du pouvoir d'achat, des carburants... C'est vrai qu'on a eu le droit à tous les sujets. Et donc il y avait forcément une attente légitime d'une mesure, et donc on a retenu uniquement cette mesure-là. Mais il faut pas oublier l'ensemble des mesures qui ont été prises, et je crois que monsieur le député Olive pourra nous le confirmer, depuis le début de la montée de l'inflation en France, qui a quand même permis à la France de figurer, je crois qu'on est 18e en termes d'inflation dans la zone euro. Donc il y a quand même énormément de choses qui ont été faites. Et donc là, pour moi, le problème, il est purement formel, c'est-à-dire d'avoir essayé d'isoler une seule mesure et de limiter l'engagement du gouvernement en faveur du pouvoir d'achat à cette mesure-là. Effectivement, c'est réducteur, mais c'est le lot d'une interview de 35 minutes qui couvre un pan aussi large de sujets. On a l'impression quand même que le gouvernement navigue à vue, vu que Elisabeth Borne avait dit son contraire fin août auprès de nos confrères de France Bleu. Donc on a l'impression déjà que le président désavoue sa première ministre, que le gouvernement, donc, comme je vous disais, navigue à vue, et qu'en plus de ça, Emmanuel Macron a du mal à se désintoxifier du quoi qu'il en coûte. Moi, j'aimerais bien que d'autres pays naviguent à vue comme la France le fait. Hein. Alors, vraiment. Pourquoi ce changement alors je vais vous dire. D'abord, n'oublions pas que notre beau pays, celui qui protège le plus les Français. Je crois qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, je le dis souvent, les mamelles de la République ne tirent plus de lait. Donc, il faut s'adosser à celles et ceux qui créent de la richesse. Ce sont les entreprises, les chefs d'entreprise. C'est pour ça que notre combat, c'est l'emploi. C'est la raison pour laquelle jamais le taux de chômage n'a été aussi bas. C'est la raison pour laquelle, encore aujourd'hui, il y a un vrai sujet de recrutement. Par rapport à ce que vous dites, aujourd'hui, il y a une vraie pression qui est mise, et il faut la mettre, notamment sur les raffineurs. Je pense à Total et à Esso, qui ont des belles marges, sur lesquelles ils peuvent faire encore beaucoup d'efforts. Vous pensez qu'ils vont accepter? Ça paraît illusoire d'imaginer. Ça a commencé, monsieur Ruquier. Oui. Pardon, ça a commencé. Le 1,99 bloqué par Total a fait des petits. Total, c'est vrai pour l'instant. Alors par exemple cet après-midi, parce qu'on parle de cette aide ponctuelle, monsieur Chypre, mais on pourrait parler aussi un certain nombre. Leclerc par exemple 1,94 AHR. À Lamballe que vous connaissez bien 1,91 le samplon 95. Et pour l'instant il n'y a pas d'aide. En revanche Haussmann Paris 2,06. Donc effectivement, et là ça concerne l'ensemble des Français. Il n'y a pas, je dirais, pour reprendre votre expression madame, de bonnes ou de mauvaises mesures. Il y a une envie, encore une fois, de faire en sorte que dans ce pays, on aille effectivement vers le pouvoir d'achat. On a choisi l'emploi, qui est notre premier combat, et je pense qu'il faut qu'on s'approprie ce sujet. Oui, ça on peut l'entendre, mais c'est vrai que là dans les derniers chiffres, on voit qu'il y a quand même un tiers des Français qui se privent d'un repas.
Il y a beaucoup de Français aussi qui demandent de pouvoir indexer les salaires sur l'inflation, comme ça se fait en Belgique. Conteste aussi pas mal les marges d'entreprise qui sont assez énormes et qui provoquent de l'inflation. Et ça, c'est même la BCE et le FMI qui le disent. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? J'en pense qu'aujourd'hui, on a un déficit dans ce pays qui est de 150 milliards, qu'on a de la dette à plus de 3000 milliards. Grâce à vous, hein. Enfin, non, pardon, on a 3000 milliards Monsieur de dette. Consigny. On a 3000 milliards de dette grâce à Emmanuel Macron. On était à 2200 milliards en 2017 quand il a été élu. Et Charles, avec le Covid, c'est pas juste. Et le Covid, tous les économistes. Qu'est-ce qu'on a fait? Nicolas Sarkozy, pendant la crise financière de 2007, il a fait la même chose. Et les économistes dont vous êtes, cher Emmanuel Le Chypre, précise que seuls 300 milliards sont imputables au Covid sur cette augmentation de quasiment 800 milliards. Donc moi, je veux bien, je comprends la logique qui consiste précisément à pas baisser les taxes sur les carburants parce que ça reviendrait à coûter en fait trop cher à l'État et qui vous préférez du coup faire une aide ciblée, pourquoi pas, mais n'allez pas non plus vous ériger en modèle de vertu en matière de contrôle des finances publiques. Juste un mot en parlant. Si on est dedans, c'est des générations qui vont payer cette dette. Hein. Emmanuel Le Chypre. Le petit tour de passe-passe en parlant des taxes. C'est là qu'on se dit, en fait, avec cette mesure à 100 €, en fait, il y a bien la logique qui va dans le bon sens, qui est de dire, on pouvait pas distribuer à tout le monde 8 milliards. Vous l'avez dit. L'année dernière, 1 milliard au début de l'année en janvier. Et pour un gain assez faible. Là, on est quand même sur 100 € pour un nombre restreint de ménages. Et si on est, un petit peu malicieux, puisque, effectivement, comme le dit Charles, il y a beaucoup de taxes dans un litre d'essence. En réalité, 60% de taxes dans un litre d'essence, ça veut dire quoi? C'est que quand l'État vous donne 100 € d'une main, il vous en reprend 60 de l'autre. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'était pas mal de cibler. Moi, je trouve qu'on a été un peu rapia sur ces 100 €, puisque là, on n'est qu'à 500 millions de coûts par rapport aux 8 milliards. On pouvait aller jusqu'au milliard. Et là, vous disiez 200 €. Je pense que ça pouvait quand même avoir Pour revenir un petit peu sur la cohérence du discours et la confusion, est-ce que vous ne jugez pas que cette annonce dont on a parlé, je crois, toute la journée, ne serait-ce que pour essayer de la comprendre, elle n'est pas venue éclipser aussi ce qui devait être l'annonce un petit peu de l'année, de la rentrée sur la planification écologique, et qu'il n'y a pas là aussi une petite confusion légitime qui peut se créer entre un gouvernement qui annonce vouloir être d'une ambition absolument considérable sur la planification écologique et qui, la veille, la seule annonce... Sauf Blanche, que vous étiez là au début de l'émission, on peut revenir sur la phrase prononcée par le président de la République, il a dit « J'aime la bagnole ». Donc les Français aiment la bagnole. Ils sont chauffeurs surtout, je pense. Évidemment que les Français aiment la voiture, 7 Français sur 10 s'en servent encore une fois pour dans leur boulot, évidemment. C'est pas incompatible. Non, comme le disait Monsieur Le Chypre, juste un chiffre, c'est 41 milliards qui rentrent dans les finances publiques sur effectivement les taxes d'essence. Mais ces 41 milliards, il y en a 50% qui sont consacrés à la transition écologique. Quand le président annonce ce soir 13 RER métropolitains, encore une fois, l'argent il tombe pas du ciel. Et après, je voulais juste dire, Monsieur Consigny, avec tout le respect que j'ai pour vous, charité ordonnée commence par soi-même. Monsieur, pas vous, Monsieur Consigny, mais enfin vos amis. Excusez-moi, mais la réindustrialisation de ce pays, elle date de quand? Vous parlez des Républicains. Oui, elle date depuis. Vous parlez aux futurs candidats des têtes de liste pour lesquels j'ai beaucoup de respect et d'amitié. Mais encore une fois, je pense qu'on a une réindustrialisation et une attractivité dans ce pays qui n'a jamais été autant au beau fixe. On doit tous, je dirais, s'en féliciter. Oui, mais je vais terminer. Ce taux de chômage qui est historiquement bas, encore une fois, il y a du travail en amont. Ce que vous avez fait sur le chômage, l'apprentissage, c'est d'ailleurs quelque chose. C'est quand même un peu le seul, la seule chose que vous pouvez revendiquer au titre du bilan de Macron. Mais juste un mot quand même sur la forme. Aussi là, on parle du fond, mais la forme. Le mot bagnole prononcé par le président de la République. J'aimerais qu'on revoie les images. Ça vous a pas choqué, vous? Mais Georges Pompidou le disait aussi. Regardez. Ce qui est très important pour nos Français, c'est que on est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Pourquoi il a employé ce mot, le président? Parce que quand on est sur le marché, M. Ruquier, on nous parle effectivement de bagnoles. Moi, j'ai des enfants, ils adorent les belles bagnoles. Oui. Mais dans ce cadre-là, attendez, le lapsus le plus intéressant, c'est pour nos Français, quand même. Non, mais c'est hyper démagogique, c'est ridicule. Ça montre vraiment le gouffre qu'il y a entre lui et la population française, pour le coup. Pourquoi? Parce que lui, déjà, c'est son chauffeur, je pense qu'il aime plus que la bagnole en elle-même. Ça, déjà, je voulais le redire quand même. Je pense il a surtout peur d'un prochain mouvement des Gilets jaunes aussi. Parce que je pense que tant qu'il y a un tiers des Français qui se privent d'un repas, je répète ça, c'est très important. Tant qu'on n'a pas indexé les salaires sur l'inflation, ça ne va pas aller. Et c'est pas avec un billet de 500 que vous avez... Églantine. Ça va être compliqué. Églantine. Il faut le dire quand même que
les carburants et l'automobile créent une grosse crainte au sein de la Macronie. Moi, j'ai échangé avec plusieurs députés de votre camp qui disaient qu'il y avait encore un vrai traumatisme des Gilets jaunes. Donc je pense que cette phrase d'Emmanuel Macron n'est pas totalement anodine. Oui, la bagnole, c'est important pour les Français. On se souvient d'ailleurs que c'est vrai aussi que ce qui avait peut-être initié, entre autres, le mouvement des Gilets jaunes, c'était la fameuse limitation de vitesse instaurée par Édouard Philippe, 80 km à l'heure. Rappelez-vous, c'était beaucoup plus que ça. C'était beaucoup plus que ça. C'était un vrai acharnement, ou perçu comme un acharnement antimobiliste. Il y avait le contrôle technique qui était plus compliqué, les stationnements qui augmentaient, il y avait effectivement la limitation de vitesse, etc. Et les automobilistes, ils avaient l'impression que c'était un véritable acharnement. Baisser les taxes, on a compris, c'est non. En revanche, est-ce que la taxe flottante, le retour de la taxe flottante, c'est quelque chose que vous défendriez? Il y a Richard Ramos, le député MoDem, qui souhaiterait déposer des amendements sans dans la loi de finances. Est-ce que c'est quelque chose que vous soutiendriez? C'est-à-dire, je réexplique, lorsque le baril augmente, la taxe baisse et vice-versa. Voilà, la NUPES dit pas non. Notamment. Oui, enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui peut être mis autour de la table et monsieur Ramos, le collègue député MoDem, a raison de le mettre. Mais Karl, ça avait été un fiasco. Jospin, il avait essayé, ça avait coûté une blinde et ça n'avait abandonné par le gouvernement joué que sur quelques Monsieur le chiffre, faites pas comme la NUPES, laissez-moi terminer une phrase quand même. Non, mais ça a le mérite de se mettre, d'être mis autour de la table. Et je vois ce qui a été fait. Est adhérent à la NUPES maintenant, c'est un scoop BFM TV, ça se soir. Non, mais en revanche, ce qui a été fait sur l'assurance chômage, c'est exactement ça, c'est-à-dire y compris sur les droits au chômage, de les réduire quand on est sur un taux d'emploi qui est important et de les augmenter lorsque ce n'est pas le cas. En tout cas, ça a le mérite d'être mis sur la table. Donc vous dites pas non. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui est force de proposition, on va quand même pas lui mettre un bourre-pif. Mais c'est là où on peut être inquiet parce que et pour vous réconcilier tous les deux, moi quand j'entends qu'on va trouver une voie à la française. Et ben la voie à la française, l'écologie à la française, l'écologie à la française, comme il y a eu beaucoup de choses à la française, des tas d'exceptions françaises. En fait, la réalité, c'est que l'exception française, c'est on dépense, on creuse des déficits. Ah non, et non, on non, mais s'endette. je suis pas d'accord avec le chiffre. L'écologie à la française, moi, je peux vous en parler. Quand j'étais maire de Poissy en 2015, j'ai proposé un tramway dans ma ville pour qu'il y ait une alternative à la voiture. Formidable. Alors, voté à la région à l'unanimité. Chez moi, devinez qui a voté contre? Les Verts. Parce que le tracé leur convenait pas. Donc quand on vient donner des leçons d'écologie, d'environnement, ça c'est pas l'écologie à la française. Ça c'est la connerie à la française. C'est la politique politicienne dont les Français vraiment réfutent totalement. Charles Consigny, vous l'avez trouvé bon sur les autres sujets hier soir, le président de la République? Non, pour être honnête, je crains, je veux pas faire d'anti-macronisme primaire. Hein. Je suis sûr que c'est très difficile d'être dans un deuxième mandat, de pas pouvoir se faire réélire, mais je l'ai trouvé très brouillon et j'ai trouvé qu'il avait pas la forme aussi. Les deux journalistes chose à dire. Essayaient chacun de trouver leur question. Je crains que malgré tout Emmanuel Macron ne soit pas à la hauteur des espoirs qui ont été mis en lui. Pour moi, c'est quand même l'air du vide. Quand j'ai vu avec quel faste il a reçu le roi d'Angleterre pour rien. Comment ça pour rien? Quel bénéfice a-t-on tiré de cette les relations franco-britanniques notamment. Non, c'était Disneyland et le président a tweeté une photo avec le roi d'Angleterre. Il a mis proud. Et il aurait dû le recevoir comment? Fier. Non mais mais on se dit mais fier de quoi après pour moi il y a. Alors fier de montrer au monde entier. Le château de Versailles. Ah bah, le monde entier ne le connaissait pas. C'est vrai que le château de Versailles. Désolé. Le château de Versailles, je suis désolé. C'est un monument inconnu. Je suis désolé. On a donné envie. Comme la Tour Eiffel. On a donné envie à des milliers de gens dans le monde de voir le château de Versailles. Attendez, celui qui avait très bien compris le truc et qui était quand même François Mitterrand. On peut pas dire qu'il n'était pas monarchiste, François Mitterrand. Qu'est-ce qu'il fait? Il est à peine élu qu'il organise un geste. Blanche le rideau. Si je peux revenir sur le lien entre Charles III et l'échange d'hier. Moi, ce que je trouve flagrant, c'est que je pense que l'échange d'hier était aussi une façon pour Macron de montrer qu'il n'était pas un Charles III. C'est-à-dire qu'il a quand même passé une semaine à Versailles, à manger avec un monarque, à aller voir le pape à Marseille. Et là, il a voulu aussi prouver, j'ai les mains dans le cambouis, je me soucie des préoccupations des Français. Et donc, pour moi, la séquence d'hier soir, c'était pas du tout le point d'orgue de la séquence de la semaine dernière, mais c'était au contraire une façon de montrer que non, il n'était pas déconnecté. C'était exactement un rattrapage. C'était aussi d'être fier que ça se passe plutôt bien. Il l'a dit, c'était le début de son intervention. Et ça, on peut quand même l'admettre. C'est que tout ça s'est bien passé. On aurait pu craindre, effectivement, des dérapages. Moi, j'ai pas compris le timing. Excusez-moi, moi j'ai pas compris le timing avec les sénatoriales. On a l'impression que le président a voulu masquer peut-être les mauvais résultats des macronistes. C'est le cas?
Oui, je pense qu'il a fait une interview juste pour masquer les résultats des sénatoriales après un faste. Et pardon, mais tout ce qui est excessif est insignifiant. Enfin, franchement, la réception de Charles III à Versailles, c'est aussi une manière. Insignifiante. Non mais, elle était excessive. Monsieur Consigny, franchement, c'est quand même le savoir-faire. C'est le savoir-faire de l'art de la table, par exemple. Attendez, je termine. C'est quand même l'art de la table en France. Non mais c'est vrai. Non mais c'est très bien. Du patrimoine, c'est-à-dire qu'aux yeux des de l'organisation, aux yeux des, pardon de vous dire que on va pas revenir sur Versailles, on a suffisamment parlé. Oui, mais il faut, je voudrais que l'art de la table, ce sera ici chaque soir entre 20h et 21h. Je voudrais que cette famille politique prenne des cours d'histoire. La France n'est pas un parc d'attractions où les gens viennent déguster du vin, visiter Versailles et manger. Le tourisme est important. Non mais là c'est pas du tourisme. Je refuse. On va s'arrêter là. Agroalimentaire, deuxième excédent commercial de la France. Je refuse que la France soit réduite à Monsieur une Le marque Chypre, et un parc d'attractions. Monsieur Le Chypre, vous connaissez bien cette maison, donc on s'arrête parce que qu'est-ce qui se passe entre 21h et 22h? Eh bien, il y a encore Julie. Ah oui, vous restez là. Eh bien oui, elle va rester, Julie. Moi, je vous retrouve demain à 20h, évidemment, pour une deuxième édition. J'essaierai de ne rien faire tomber dans le studio avant de démarrer. Mais je vous laisse, chers téléspectateurs de BFM TV, en compagnie de Julie Hamet jusqu'à 22h. Et je vous présente le sommaire tout de suite.